Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Frédéric Tribalo, chargée d'études chez Dixit.net. Le 19 mars, j'ai rencontré Juliane Schuss, chargée d'études à l'agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole. Juliane est spécialisée sur les espaces vacants et l'urbanisme transitoire. Ensemble, nous avons parlé de projets nomades, de facilitateurs urbains et du rôle des collectivités dans ces nouveaux usages. J'espère que, comme moi, cette écoute vous fera réfléchir au temps de la ville et à tous les projets possibles dans ces interstices temporels. Retrouvez toutes nos publications et notre podcast sur Dixit.net. Bonne écoute. Bonjour Juliane Schuss, vous êtes chargée d'études au service projet urbain à l'agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole. Nous allons parler aujourd'hui de votre étude sur l'urbanisme transitoire qui est sortie fin janvier 2021. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à l'urbanisme transitoire en tant qu'agence d'urbanisme, mais aussi plus particulièrement pourquoi vous vous intéressez aux spécificités de votre territoire? Quelles sont finalement ces particularités? Oui, ce que nous a mené à mener cette étude sur l'urbanisme transitoire, c'est que il y a 2 ans, nous avons fait une étude sur le phénomène de la vacance. Donc, nous avons dressé un diagnostic assez large et complet des lieux vacants en forme de friches ou de bâtiments vacants présents sur la métropole. Et du coup, nous nous avons rendu compte que spécifiquement dans le versant nord-est de notre territoire, donc sur Roubaix, Tourcoing, Waterloo, on trouve vraiment un grand potentiel des espaces vacants qu'on a du mal à revitaliser depuis 20 ans, 30 ans. Et à l'époque, nous avons identifié plusieurs pistes, plusieurs leviers pour arriver à résorber cette vacance. Et l'urbanisme transitoire, notamment les occupations temporaires, nous semblait très intéressant à ce sujet. En même temps, nous nous avons rendu compte aussi que l'urbanisme transitoire a commencé à émerger sur le territoire, qu'il y avait de plus en plus des initiatives, peut-être moins qu'en région parisienne, où depuis 5 ans on en parle beaucoup, mais néanmoins ça nous menait à vouloir explorer tout ça un peu plus du près. Et donner aussi une lisibilité à des projets qui existent déjà, comprendre mieux, plus particulièrement le montage de projets, tous les problèmes que les personnes qui se sont engagées dans ces initiatives ont rencontrés, afin de booster encore plus cette approche. Très bien. Vous avez proposé une typologie un peu particulière dans votre étude sous l'angle de leur trajectoire en fait. Vous n'avez pas proposé une typologie sous le business model ou le type d'activité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cet angle de trajectoire et aussi quel est l'aspect un peu singulier de votre étude où vous avez beaucoup donné la parole finalement aux acteurs? Oui. Oui, donc d'abord il y a effectivement il y avait cette choix de définition, comment on définit l'occupation temporaire, et pour nous c'était très important que on parle vraiment de l'espace vacant et de l'occupation temporaire dans la manière d'aborder le sujet, et de laisser ouvert si au final cette occupation temporaire est juste éphémère et laisse la place après à un projet immobilier, au projet urbain qui peut parfois être assez déconnecté de cet usage temporaire, ou si cet usage temporaire donne vraiment des impulsions en termes de programmation pour un projet à venir, ou si cet usage temporaire arrive à se pérenniser. Et pour laisser vraiment la possibilité ouverte à toutes ces trajectoires, nous avons choisi cette définition parce que nous nous sommes rendus compte que surtout en région parisienne, on aborde les projets temporaires vraiment comme une solution intercalaire entre un espace vacant et un projet immobilier réalisé. Et pour nous, c'est juste une facette des trajectoires qu'une occupation temporaire peut prendre.
D'ailleurs, cette typologie des trajectoires, c'est pas nous qui ont inventé ça, mais nous ont basé sur un projet de recherche qui s'appelle Urban Catalyst et qui était mené dans les années 2000 à l'échelle européenne. Donc à l'époque, on a exploré des projets temporaires. On s'est rendu compte que ces différentes trajectoires existent. Voilà, donc c'est pas tombé du ciel. Ouais. Et vous avez aussi donné beaucoup, finalement, en fait, on retrouve beaucoup d'interviews d'acteurs, d'entretiens avec pourquoi ce choix de leur donner la parole à ce point-là. Oui, c'est vrai. Nous n'avons pas seulement organisé notre retour d'expérience à travers des entretiens. C'est une méthode assez classique. Nous avons souhaité aussi de vraiment valoriser ces entretiens dans le produit final qui est notre étude. Donc de formaliser ces 12 conversations, de laisser jusqu'au bout la parole aux acteurs parce que il nous semble important de vraiment se rendre compte aussi que les occupants, les propriétaires, les collectivités, les aménageurs, ils ont tous une entrée un peu différente à l'urbanisme transitoire avec des intérêts aussi différents. Et quand on capitalise en format d'étude de cas, c'est un aspect qu'on perd un peu, je trouve. Et on a souhaité aussi vraiment de donner la parole aux personnes qui sont vraiment en première ligne dans ce genre de projet. Parce que bon, c'est une nouvelle approche et c'est-à-dire aussi que chaque technicien dans sa structure, il a fait un peu un pas de côté par rapport à ses routines. Et ça nous semblait intéressant de savoir comment ils ont arrivé de faire ce pas de côté, qu'est-ce qui leur a motivé de vraiment convaincre tout le monde d'y aller, comment ils ont pu le faire sans d'avoir forcément déjà un budget dédié ou la demande de le faire. Donc, pour cela, ça nous semblait vraiment important de parler avec toutes ces personnes-là. On va rentrer un peu plus dans votre étude maintenant. Vous avez parlé notamment de projets nomades. Donc je trouve ça assez intéressant. C'est finalement des projets qui se déplacent de lieux transitoires en lieux transitoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et si vous avez quelques exemples? Est-ce que finalement on peut encore parler de temporaire ou de transitoire avec des projets qui se déplacent comme ça mais qui continuent? Oui, justement, un des trajectoires qu'une occupation temporaire peut prendre, c'est vraiment d'être installé au départ sur un lieu, mais de quitter le lieu après 2-3 ans parce que c'est plus possible de rester, mais de s'installer dans un autre lieu, rester encore quelques années et se déplacer encore vers un autre lieu. C'est une des trajectoires qu'on peut observer et qu'on a retrouvé aussi parmi des projets temporaires sur la métropole. Par exemple, il y a le Name Festival qui a lieu dans les années 2000 dans le Tripostal à Lille. Puis ce festival a lieu plusieurs fois sur le site de l'Union à Tourcoing. Aujourd'hui, ils sont hébergés dans la condition publique, qui elle-même est maintenant une institution. Donc là, on n'est plus vraiment dans le temporaire, mais ça montre que certains usages, ils peuvent avoir cette agilité de se déplacer. Et du coup, comme ça, même si l'installation à un lieu est temporaire, le projet même devient pérenne. Donc ça, c'est tout à fait intéressant si on veut aussi soutenir un peu ces stratégies multisites. Parce que bien entendu, ça peut être un des freins aux occupations temporaires que à la fin d'une durée de 2-3 ans, on peut pas proposer une perspective à ce genre de projet. Parce que faut bien se rendre compte que
un porteur de projet, un occupant, lui, il a son projet culturel, économique, social, culturel, qu'il veut monter et qu'il essaye aussi de pérenniser dans le temps, bien entendu. Il n'a pas comme objectif ou motivation de juste revitaliser un lieu pour une durée limitée. Donc pour eux, ils se posent très vite la question de la perspective, comment on peut vivre après. Voilà. Après, je pense cette modèle du nomade, ça fonctionne pour certains usages et pas pour d'autres. Donc, par exemple, pour les jardins partagés qui sont montés par des citoyens avec une forte ancrage dans le quartier, on peut peut-être leur proposer un site qui est vraiment proche, s'il en existe, mais on peut difficilement attendre qu'ils sont prêts à déménager dans un quartier plus loin. Voilà. Donc là, il faut vraiment avoir en tête que les usages temporaires, l'urbanisation transitoire, c'est un phénomène divers et varié et que c'est difficile de généraliser. Donc, je pense ce modèle nomade, ça peut être une option pour certains projets, pour certains usages, mais pas pour tous. Vous avez commencé à les évoquer, mais finalement, vous en avez rencontré donc plein de porteurs de projets différents. Et est-ce que vous avez pu trouver des tendances dans leur motivation, les raisons de s'investir pour eux dans le temporaire, à la fois pour ces porteurs de projets, mais aussi pour finalement les propriétaires des lieux? Oui. Pour les porteurs de projets, déjà peut-être pour clarifier un peu, parmi les porteurs de projets, ils sont vraiment des occupants qui sont souvent ancrés dans le milieu culturel ou de l'économie sociale et solidaire. Par contre, parfois, les projets sont aussi portés par des aménageurs, par exemple, par donc des acteurs publics. Pour les porteurs, pour les occupants, la motivation première, je pense, c'est vraiment de pouvoir s'installer quelque part à moindre coût. Ils trouvent cette niche économique pour développer leur projet parce que ils sont encore à faible lucrativité ou comme des jardins partagés, ils sont vraiment dans un modèle, dans un objectif non lucratif. Donc, les espaces vacants qui sont mis à disposition pour juste à prix des charges, mais sans loyer ou un loyer très faible, ça leur permet de se lancer. Et par contre, pour un aménageur, de lancer une occupation temporaire, c'est plus pour préfigurer le projet urbain, pour tester des usages, pour déjà ouvrir le site aux citoyens, aux habitants qui habitent autour, pour éviter qu'il y a une ambiance pas agréable pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc voilà, là on voit déjà que la motivation n'est pas tout à fait pareille. Pour les propriétaires, ça peut être intéressant parce que souvent la sécurisation des sites leur coûte beaucoup d'argent. Et donc dans une logique des coûts évités, ça peut être plus intéressant de mettre à disposition un site que de le juste laisser vacant. Voilà. Et c'est un tout petit point dans votre étude, mais que j'ai trouvé intéressant parce que j'y avais pas pensé et je l'avais pas vu dans d'autres études. Mais vous dites que finalement, c'est une tendance, hein, bien sûr, mais que c'est plus facile de s'installer sur un foncier non bâti que sur un foncier bâti. Alors qu'on pourrait se dire que de voir un bâtiment, justement, peut amener à penser un projet plutôt qu'un terrain vague. Donc, pourquoi finalement il y aurait cette facilité à s'installer sur un terrain vierge? Oui, c'est vrai qu'un point qui nous a surpris aussi, que nous n'avons pas attendu au départ de notre étude. Et après, il faut peut-être se demander, est-ce que c'est vraiment une question est-ce qu'il y a vraiment des raisons techniques qui font que ça semble plus facile de s'installer sur un site non bâti?
que sur un site bâti, ou est-ce que il y a plutôt une réticence du côté des propriétaires, des acteurs institutionnels, parce que bon, quand ils mettent à disposition un site qui est très peu équipé, comme un site non bâti, je pense la crainte que les occupants ils veulent s'installer durablement et qu'ils sont pas prêts à partir à la fin, elle est inconsciemment un peu moins important. Je pense que c'est plutôt ça que joue, parce que bon, on voit avec tous les exemples de plateaux urbains en région parisienne et ailleurs en France, on voit qu'on peut très bien faire une occupation temporaire dans le bâti. Nous avons aussi trouvé quelques projets qui le font, par exemple les Hirondelles ou le projet de plein de centres à Tourcoing. Mais oui, chez les aménageurs notamment de la métropole, nous avons senti que pour eux, c'était plus facile d'y aller juste sur des parties non bâties de leur périmètre que de vraiment mettre à disposition un bâtiment. Après, il y a vraiment aussi des raisons vraiment techniques, comme la sécurité. Mais je pense d'ailleurs, il y a vraiment inconsciemment cette prise de risque qui semble moins importante. Et vous parlez quand même de cette volonté de pouvoir favoriser l'urbanisme transitoire au sein de la métropole de Lille. Mais quel rôle devraient jouer aussi les collectivités de cette métropole pour aider à l'urbanisme transitoire, que ce soit une aide contractuelle, une aide financière ou une volonté des élus, des techniciens? Je pense potentiellement les collectivités, ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses différentes pour faciliter cette approche. Mais la première chose, surtout pour les communes, je trouve ça c'est vraiment de faciliter l'autorisation des usages temporaires. Je pense là ils ont vraiment un rôle clé à jouer, parce que les lois, la réglementation qui s'applique pour les projets temporaires est vraiment pas tout à fait la même que pour des projets d'aménagement immobilier classiques. Donc déjà, il faut les connaître soi-même, et puis il faut aussi être motivé pour les partager avec les porteurs de projets, des occupants qui frappent à la porte. Et je pense là, une collectivité peut vraiment être facilitateur, ou plutôt freiner l'initiative. Et après, oui, comme vous dites, elle peut aussi aider financièrement, ou souvent les collectivités, comme par exemple la MEI, ils sont aussi propriétaires d'un nombre de biens vacants important. Donc déjà, le fait que eux-mêmes ils intègrent une gestion dynamique un peu de leurs biens, et qu'ils mettent à disposition leur site pour des projets temporaires, bien sûr, ça pourrait être vraiment un grand progrès dans la facilitation de cette approche. Mais il y a vraiment tout un tas de questions d'organisation interne derrière, parce que souvent des projets temporaires, ils répondent souvent à plusieurs enjeux de manière très transversale. Donc après, tous les services sont concernés. Il y a vraiment un enjeu d'organisation interne derrière. C'est un point important qui revient aussi dans votre étude, c'est celle de la nouvelle figure du facilitateur urbain, qui serait presque finalement un nouveau métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois quel est son rôle, à quels besoins est-ce qu'il répond, et si finalement, et comment est-ce que les acteurs classiques de l'aménagement arrivent aussi à s'adapter et à peut-être jouer ce rôle de facilitateur, alors que c'était pas du tout, que c'est finalement des nouvelles compétences. Oui, nous avons pu constater dans notre étude, mais aussi en regardant ce qui se passe, bien sûr, ailleurs en France, que l'émergence de l'urbanisme transitoire va vraiment de pair avec l'émergence des nouveaux acteurs. Bon, nous on l'appelle facilitateur urbain, on peut bien sûr trouver d'autres noms. Pourquoi ils ont trouvé leur place? Je pense le premier chose, c'est vraiment que
Dans l'organisme transitoire, il y a cette pari que au départ de chaque projet, propriétaire occupant, ils se mettent d'accord que cet usage est temporaire à des conditions vraiment différentes qu'on trouve ailleurs sur le marché. Et il y a toujours un peu cette peur des uns des autres que cette occupation va pas se terminer comme prévu. Et c'est là où un intermédiaire, quelqu'un qui peut être le tiers de confiance et jouer le rôle de garant, peut trouver toute sa place. C'est quelque chose, à mon avis, qui Plateau Aban a compris quand ils se sont lancés dans leur activité. Et du coup, ils ont développé l'activité autour de cette besoin d'avoir un garant qui permet d'assurer tout le monde que le projet temporaire va bien se percer, bien se terminer et qui va peut-être même aider aux porteurs de projet de trouver un autre endroit pour s'installer, d'être dans cette modèle de nomade. Mais je pense que c'est pas la seule compétence qui émergeait dans cette approche. Il y a aussi la question de vraiment co-concevoir le projet, co-construire des aménagements. Et là, par exemple, les Saprofit sont une petite agence qui est très présente dans la métropole déjà depuis plusieurs années et qui fait des choses très intéressantes que peut-être des bureaux d'architecture ou des designers classiques, ils n'ont pas normalement à aller sur ce champ-là. Il y a aussi la question de animer la communauté, d'avoir cette compétence d'animation qui normalement fait pas forcément partie des compétences d'un aménageur classique. Donc tous ces compétences, toutes ces pratiques qui sont émergées en même temps que les projets temporaires. Et il y a des nouveaux acteurs qui ont arrivé de se positionner là-dessus. Et en même temps, vous avez raison que nous avons constaté aussi que les acteurs classiques, ils s'approprient ces tâches aussi, souvent partiellement, pas complètement. Souvent, ils travaillent aussi après avec ces facilitateurs ensemble. C'est pas juste une question c'est l'un ou l'autre, mais le paysage des acteurs bouge et je trouve que c'est aussi très intéressant à voir que il y a toute cette approche change vraiment la fabrique urbaine, met en question des rôles habituels et pousse même des acteurs classiques à innover. Oui, c'est assez riche. C'est un sujet qui revient souvent. Pour faire la ville autrement, finalement, il faut aussi d'autres compétences, donc d'autres métiers et des nouveaux acteurs qui émergent et qui sont pas forcément les acteurs classiques. Donc ouais, c'est vraiment bien d'avoir aussi un focus là-dessus dans votre étude. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez aussi des projets qui vous ont un peu plus marqué que d'autres, qui vous tiennent un peu à cœur? Oui, j'aurais du mal à choisir entre les projets de la métropole parce que ils ont tous leur raison d'être, ils sont tellement différents aussi en termes de localisation ou objectifs. Par contre, il y a un projet ou une initiative qui existe en Allemagne que j'aimerais bien évoquer. C'est la Zwischenzeitzentrale à Brême. Donc, on peut traduire ça par l'agence de Entretemps. C'est une initiative qui existe déjà depuis 2009. Il faut imaginer que c'est une association qui fait un peu le travail d'un plateau urbain, mais ils ont financé par la ville qui met à disposition un budget de 500 000 euros par an à cette association pour aider à des projets temporaires de voir le jour. Et en même temps, le fait qu'ils sont financés par la ville fait que chaque projet passe aussi dans une sorte
conseil ou avec différents représentants de la ville. Et de cette manière, la ville a aussi un peu un impact sur quel projet on choisit, comment on arrive à pousser un peu l'intérêt général dans ces projets. Et je pense que ça, c'est un modèle qui peut être très intéressant sur notre territoire, notamment sur le versant nord-est, parce que là-bas, on est sur un marché immobilier tellement détendu que je pense que le modèle économique d'un plateau urbain fonctionnerait pas forcément. Je dis pas que de manière générale, c'est très bien que on peut faire de l'urbanisme transitoire sans subvention publique. Je veux pas dire que c'est pas ça doit pas exister. Mais je pense qu'il y a des situations comme à Roubaix où avec ce modèle-là, on va pas y arriver. Et du coup, la question c'est, oui, est-ce que les collectivités doivent pas financer aussi en partie ces projets temporaires et comment on peut après influencer aussi un peu l'objectif ou la manière comment ces projets se font. Donc là, le Zwischenzeitzentrale à Brême, je pense, c'est un projet intéressant. D'accord. On le mettra dans les liens évidemment pour le présenter. C'est une discussion super intéressante. Je pense qu'on n'a pas fini de parler d'urbanisme transitoire. Ça questionne beaucoup notre façon de faire la ville et des temps de la ville aussi. Donc encore sûrement plein de discussions là-dessus. Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil de lecture ou une expo ou une vidéo à voir pour approfondir un peu le sujet? Il y a la dernière édition de la revue Sur mesure qui traite le sujet du temps comme matière première de l'urbain. Et je pense que c'est très intéressant à voir parce que là, bien sûr, on parle de l'urbanisme transitoire, mais aussi de tous les autres sujets qui s'ouvrent quand on s'intéresse à l'aspect du temps. Voilà. Très bonne référence. La revue Sur mesure. Ouais. Merci beaucoup, Juliane, et à bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.